Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous recevoir chez vous à ce rendez-vous hebdomadaire de récapitulatif d'informations politiques, économiques et aussi touristiques. Nous parlons du continent africain dans cette émission. Nous parlons surtout des prouesses et surtout ce qui peut donner envie à des Africains de croire à leur continent. Restez des nôtres. Je suis Consti Eka, restez des nôtres. La Côte d'Ivoire, nous allons parler d'un département ministériel, le ministère de la Défense nationale, présidé par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, M. Téné-Birahima Ouattara. Et surtout, nous allons nous focaliser sur une rencontre parrainée par le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire. Cette rencontre qui a été l'objet de faire quelque part bilan et surtout parler des perspectives pour l'année 2024. Reportage Charlotte Abdoulaye. En 2023, l'armée ivoirienne s'est dotée de moyens logistiques de dernière génération et d'un personnel dévoué à la discipline. Elle a été jalonnée de moments intenses d'activité à travers des initiatives telles que la frontière étanche et la zone opérationnelle Nord, afin de faire face aux menaces dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'événement majeur pendant cette période a été la libération de nos frères d'armes détenus illégalement au Mali, qui ont retrouvé le sol ivoirien le 7 janvier 2023. La reconnaissance du travail bien fait s'est illustrée à travers la médaille des armées décernée à plus de 1000 militaires en 2023. En ce qui concerne l'armée de terre, elle poursuit toujours sa montée en puissance avec l'acquisition récente de 5 hélicoptères légers type H-125. Quant à la marine nationale, l'État de Côte d'Ivoire a renforcé ses capacités avec l'acquisition de 2 patrouilleurs de haute mer, de 2 vedettes blindées et d'un système de drone. Les FACI ont rempli avec brio leur mission spécifique. Dans son allocution de circonstance, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, a mis à profit le cadre de cette rencontre bilan pour partager avec ses collaborateurs un aperçu des défis à venir de l'armée ivoirienne. Les efforts entrepris par le gouvernement durant l'année écoulée devraient se poursuivre durant l'année 2024, selon notre plan d'action FACI 2025 et conformément à la vision portée par le président de la République, chef suprême des armées, à qui j'exprime ma profonde reconnaissance. Il s'agira d'adopter une stratégie intégrée visant à renforcer substantiellement notre capacité, tant en ressources humaines que techniques et technologiques, de sorte à marquer notre présence dans les 4 dimensions. Oui, en plus de nos espaces traditionnels, terre, air et mer, il est plus qu'urgent que nous considérions le cyberespace comme le nouvel espace de conflictualité duquel nous ne pouvons nous permettre d'être absents. Il a été noté lors de cette rencontre tenue au cercle mixte de l'état-major général des armées que les forces armées de Côte d'Ivoire resteront mobilisées pour maintenir l'environnement sécuritaire en Côte d'Ivoire. Au Gabon, et là nous allons parler des activités du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et son épouse, la première dame Zita Oligui Nguema, ont quitté Libreville mardi 28 mai 2024 pour Paris. Dans ce reportage signé Teddy Ossé, notre correspondant, le correspondant de CNN, de C-Web Info et de Radio Voltage 2, du côté de Libreville, et la célèbre voix de Charlotte Abdoulaye. Le mardi 28 mai 2024, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, et la première dame Zita Oligui Nguema ont quitté Libreville pour se rendre à Paris. Au salon d'honneur de l'aéroport international Léon Bar, le vice-président de la transition, le Premier ministre, plusieurs autres autorités administratives et militaires ont exprimé leur gratitude au chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Depuis le 30 août 2023, le Gabon connaît une nouvelle ère.
Cette première visite officielle en France offre l'opportunité au chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'échanger avec son homologue français, son Excellence Emmanuel Macron, sur les principales questions de coopération bilatérale qui remontent pour les plus anciennes aux années 1830. Ainsi, c'est un président de la République gabonaise qui saisira cette occasion pour redéfinir les principales orientations du partenariat entre le Gabon et la France, avec le MEDEF pour la partie française et la NPI pour la partie gabonaise. Il s'agira d'identifier les possibilités d'investissement et de coopération dans divers secteurs tels que le commerce, l'énergie, l'environnement et le numérique, pour ne mentionner que quelques-uns. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais, aura également une conversation avec la diaspora gabonaise résidant en France. Cette rencontre permettra sans doute d'évoquer les conclusions du dialogue national inclusif qui établit les fondements de la nouvelle République qui restaure la dignité du peuple gabonais. Succès indéniable le mercredi 29 mai 2024 au Salon Hoche à Paris, où s'est tenu le premier forum économique Gabon-France, organisé par la Fédération des entreprises du Gabon, le Mouvement des entreprises de France et le ministère de l'économie par le biais de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon. La première édition du Forum économique Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliard d'euros. Le premier Forum Gabon-France a permis de mobiliser plus de 739 milliards de francs CFA, soit plus de 1,100 milliards d'euros, dont les MOU irrélatifs vont être signés en votre présence. De façon détaillée, il s'agit de 2 protocoles signés avec le gouvernement français. La déclaration d'intention portant sur l'appui au programme de remise à niveau du Transgabonais, PRN. La déclaration d'intention relative au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Ce sont également, Monsieur le Président, plusieurs autres documents contractuels qui vont être signés avec les entreprises françaises et gabonaises, à savoir le protocole d'accord sur le développement de la concession du chemin de fer transgabonais, dont le montant à mobiliser par l'État gabonais et la CETRAG est de 470 milliards de francs CFA. La première édition du Forum économique Gabon-France a réuni 600 chefs d'entreprise gabonais et français. 2 protocoles ont notamment été signés avec le gouvernement français. Le premier portant sur l'appui du programme de remise à niveau du Transgabonais et le second relatif au projet de réhabilitation de la décharge de Mindoubé. Sur le volet économique et social, nous avons relancé des projets structurants concernant les routes, le chemin de fer, le transport aérien, l'éducation et la santé. Nous avons ouvert 18 000 postes budgétaires, rétabli les bourses scolaires, relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles, payé les rappels et l'arrimage de nos retraités. Et demain, nous payerons les rappels de nos fonctionnaires. Les échanges que vous avez eus au cours de ce forum ont été l'occasion de montrer, s'il en était encore besoin, que le Gabon est une destination de choix pour les investissements étrangers. Certes, la part de marché des opérateurs français a diminué ces dernières années, mais il n'en tient qu'aux entreprises françaises de manifester leur intérêt à la reconstruction de ce nouveau pays auquel tous nous rêvons. Pour le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en visite officielle en France grâce au Forum de Paris, l'opinion internationale a été rassurée quant au climat des affaires au Gabon, un pays plein d'opportunités et d'espoir. Et oui, le Gabon inspire confiance au même titre que l'UIL, l'Université internationale de Libreville. On aura dans quelques mois à vous donner une information capitale qui honore ce pays, le Gabon, et surtout la nouvelle gouvernance avec le Premier ministre et le chef de la transition, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous reviens dans un instant. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville,
de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. La communication est à base des actes précis, du pragmatisme, et non des annonces, comme disait un artiste que j'aime beaucoup, qui vit désormais aux États-Unis, qui est un artiste ivoirien, un artiste reggae ivoirien, qui disait que pendant les élections présidentielles surtout, on a des candidats qui vous promettent même de peindre le ciel. Donc ça fait tout simplement rire. Et nous avons décidé, surtout la très jeune équipe de CNN, où la moyenne d'âge est de 28-30 ans, ont décidé de rendre vraiment un hommage et d'apprécier ce que fait le président de la République de Côte d'Ivoire, qui, pour la circonstance, s'est rendu au Salon international du livre d'Abidjan. Nous allons en parler un tout petit peu. Le Salon international du livre d'Abidjan 2024, parrainé par le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et le ministre de la Culture, Madame Françoise Remarque, a connu un franc succès avec la présence du couple présidentiel, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, et Madame Dominique Ouattara, première dame. Reportage Ousmane Koulibaly, Marcel Bassolé, Constant Rica. Abidjan-Port-Bouët, le complexe parc d'exposition ultramoderne a fait foule des visiteurs et stands complets d'exposants éditeurs africains. La cerise sur le gâteau, à l'occasion de ce salon international du livre d'Abidjan, est la présence du couple présidentiel avec en premier sur les lieux Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui visite les stands des éditeurs et auteurs d'ouvrages, exposants, et aussi appose la signature des livres d'or pour certains. Photos et selfies avec les exposants qui tenaient à immortaliser cet instant, faisant de ces moments à eux tout seuls une attraction particulière de ce salon en cette date du 16 mai 2024. C'est alors que la première dame Dominique Ouattara s'est rendue sous le chapiteau où à l'occasion se tenait la cérémonie d'hommage à un illustre personnage de la presse africaine, l'inoubliable journaliste et créateur du magazine Jeune Afrique, le regretté Béchir Ben Yamed. La présence des diplomates à l'instar de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, des grands et jeunes littéraires et écrivains africains. L'arrivée à l'extérieur de la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Assiré Touré Koné, atteste l'arrivée imminente de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. L'esplanade du parc des expositions d'Abidjan s'ouvre au cortège présidentiel. Il est alors 17h59 ce 16 mai 2024. Le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly, aux côtés de Madame Danielle Ben Yamed, accueille son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Bien sûr, en présence du ministre de la Culture et la Francophonie, Madame Françoise Remarque, très honorée par la présence du chef de l'État ivoirien à cette édition du SILA, parrainée par son ministère. Petite attention du chef de l'État à sa secrétaire générale, Madame Assiré Touré Koné, heureuse du respect de l'agenda présidentiel pour le bonheur des exposants et de la famille à la mémoire de Monsieur Béchir Ben Yamed. Visite guidée des stands où chaque éditeur tenait à présenter ses ouvrages au chef de l'État ivoirien, afin d'immortaliser cet instant de gloire et de reconnaissance par des photos, des vidéos et même des selfies. À certains, le président de la République de Côte d'Ivoire a accordé plus de temps à leur insistance, sous l'œil avisé de la secrétaire générale de la présidence de la République et du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. C'est alors que le président Alassane Ouattara s'est attardé devant le tout premier journal inaugural du groupe Fraternité Matin datant des années 60, tout en se rendant disponible pour tous. À chacun, le chef de l'État a eu une phrase dans
encouragements, des félicitations et même des compliments dans l'exercice de leur métier au quotidien, voire même dans leur accoutrement. Tous les visages radieux suivaient du regard le chef de l'État qui, dans cette visite des stands, se dirigeait vers l'espace réservé à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed, un ami de très longue date. Accueilli à l'entrée par sa tendre épouse Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, puis salutations des autorités politiques dans la salle, hommes de lettres et de culture, à l'exemple de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Maurice Kwaku Bandama. Pour enfin, aux côtés de son épouse, prendre place face au pupitre et donnant dos à la horde des caméras de la presse nationale et internationale, dont CNN, la télévision autrement. Place à la cérémonie d'hommage à M. Béchir Ben Yamed, avec pour maître de cérémonie Ziad Liman, qui en introduction a comblé d'émotion le public par son récit empreint de souvenirs et de proximité. Un rappel historique sur le parcours de Béchir Ben Yamed a suivi sur les écrans géants. Je voulais aussi, avant que le film ne démarre, on est en 2024, essayer de vous transposer à la fin des années 50, au tout début des années 60. Imaginez cette idée complètement folle de créer un journal pour une Afrique qui naissait littéralement de la période coloniale. Une Afrique qui était découpée sur une carte où tout était à faire. Et imaginez cet équipé qui part de Tunis avec un homme qui croit dur comme fer à la réalisation de ce projet. Invité sur le pupitre, le très brillant journaliste de carrière, devenu grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, M. Ali Koulibaly. Évoquer la mémoire d'un homme qui a dominé tant d'années la presse francophone par sa stature n'est pas un exercice aisé. Surtout quand cet immense journaliste, féru de littérature et d'histoire, était incontestablement un redoutable entrepreneur qui a su établir un empire médiatique de grande envergure destiné à l'Afrique. N'ayant pas officié à Jeune Afrique, l'hebdomadaire indépendant le plus lu et le plus influent sur notre continent, au nord comme au sud, je ne suis pas la personne indiquée pour parler de Béchir, comme l'appelaient ses collaborateurs dans une familiarité respectueuse. Ensuite, ce fut au tour du ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remarque, de prendre la parole. J'ai encore en mémoire la une de l'hebdomadaire du 14 au 20 novembre 1980, et je cite, dont le titre était « Le Premier ministre en Côte d'Ivoire, pourquoi Houphouët a choisi Ouattara ?» Notre pays était à la croisée des chemins et le président de la République d'alors, visionnaire, hors pair et père de la nation, notre regretté Félix Houphouët-Boigny nous donnait un homme d'État, Alassane Ouattara. L'amitié entre les familles Ouattara et Ben Yamed et Ouattara, est une amitié de 40 ans, une fraternité exemplaire, légendaire, entre deux couples, autour de la générosité, du partage, du don de soi, de moments forts et humains. La prise de parole du docteur Aminata Khan fut très émouvante. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je mesure la chance qu'est la mienne de prendre la parole après d'éminentes sommités qui ont eu le privilège de le rencontrer. Mais je l'ai rencontré au fil des pages de ce mémoire que j'ai reçu il y a 2 mois, que j'ai commandé pour le SILA, pour cette rencontre-là, et au fil des pages d'un récit saisissant et poignant, j'ai compris pourquoi ce quadragénaire rencontré hier soir et autour d'une conversation m'a dit « Béchir », c'est ainsi que je me faisais appeler. Pourquoi Béchir ? Parce que Béchir incarnait pour l'étudiant qu'il était le visage de la contestation. D'autres personnalités se sont succédées sur le pupitre et nombreux témoignages ont salué la mémoire de Béchir Ben Yamed. Retour sur le pupitre de Ziad Limam qui, d'un ton affectif de fils, introduit Madame la vice-présidente du groupe Jeune Afrique Média, Madame Danielle Ben Yamed. Je voudrais appeler
sur l'estrade ma mère, Danielle Benyamed, qui va venir entamer la conclusion de ce moment en nous annonçant une ou deux nouvelles intéressantes. Monsieur le Président, cher Alassane, Madame Dominique Ouattara, chère Dominique, distingués invités, chers amis, je voudrais avant toute chose, avec toute l'émotion qui m'étreint, vous faire part de ce que vous avez fait pour nous ici, ce soir. C'est vrai que c'était mon initiative. Je voulais que Béchir continue à vivre, qu'on continue à se rappeler ce qu'il faisait, mais ça a beaucoup dépassé ce que j'espérais. Donc aujourd'hui, je voudrais vous annoncer que nous posons la première pierre du prix Béchir Benyamed, que nous avons toujours voulu créer depuis sa mort, pour qu'il continue à vivre à travers d'autres journalistes qui seront récompensés par ce prix pour la qualité de leur... Donc ce prix va être annuel. Et en fait, l'idée, c'est de continuer ce que Béchir voulait faire, c'est-à-dire valoriser l'Afrique, valoriser les Africains, faire exister l'Afrique sur un plan international, mais vraiment, fortement, et en même temps être un organisme qui va permettre de mieux connaître l'histoire de l'Afrique qui existe et que souvent on a oublié, sa culture, la rencontre du Nord et du Sud qui est importante, parce que souvent le Nord de l'Afrique et le Sud de l'Afrique ne se rencontrent pas. Donc tout ça est l'objet de ce que nous voulons faire à travers le prix, qui sera en fait qu'un symbole de ce que Béchir a voulu faire. Amical, je dirais même fraternelle accolade, dans le respect de la parole donnée. La gratitude à l'apogée en mémoire à Béchir Benyamed. Ici, entre Madame Danielle Benyamed et le couple présidentiel Dominique et Alassane Ouattara. La photo de famille souhaitée à une stricte représentativité a clôturé cette belle cérémonie d'hommage à Béchir Benyamed. Vivement le SILA 2025. L'histoire retiendra. Discours mémorable que Monsieur le Grand Chancelier a tenu pour soutenir la mémoire de son ami, de son frère. C'était une très belle cérémonie. Vivement que ça se répète toutes les années. Vivement que le prix qui a été annoncé, le prix Béchir Benyamed, voit le jour et se perpétue. Ce fut un grand plaisir pour nous de voir notre président passer pratiquement devant tous les stands, saluer et on va dire tenter de lire quelques bouquins. Voilà, ça nous a fait vraiment plaisir. C'est vraiment chaud. Donc on peut dire que cette édition d'ici là est en train de réussir le pari. C'était une cérémonie hommage pleine d'émotions, vivante comme il le fallait, qui nous a permis, à travers les différents témoignages, de connaître un peu mieux l'homme, son audace, sa soif de liberté, mais surtout sa vision d'une Afrique unie, d'une Afrique prospère. Concernant l'arrivée du président, nous avons été surprises et très heureuses de rencontrer le président. Nous avons discuté avec le président et il s'est montré très ouvert, très intéressé par nos œuvres et par notre travail. Le Sénégal est enfin rentré dans le cercle très fermé des pays producteurs de pétrole. Effectivement, le président Macky Sall avait ouvert ses vannes, c'est une belle chose. Ils sont arrivés, surtout lui, avec son Premier ministre, je parle du président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, est arrivé et désormais, c'est fait. Le Sénégal rentre dans le cercle très fermé des pays producteurs de pétrole. Reportage, Charlotte Abdoulaye Gozorichoa, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé.
Le Sénégal a intégré le cercle des pays producteurs de pétrole le mardi 11 juin 2024. La compagnie australienne Woodside Energy a annoncé ce jour la première extraction du champ de Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de Dakar, au large des côtes sénégalaises, en collaboration avec la société de pétrole du Sénégal, Petrosen. Aujourd'hui marque une date historique pour le Sénégal qui voit la mise en œuvre de son premier projet pétrolier offshore. La première étape du développement du champ Sangomar porte le nom de Léopold Sédar Senghor, avec des revenus estimés par Petrosen à plus d'1 milliard d'euros par an, soit environ 700 milliards de francs CFA par an, sur une période de 30 ans. Le but de la première phase de production du champ offshore de Sangomar est d'atteindre une production quotidienne de 100 000 barils, ce qui permettra de produire du gaz et du pétrole au Sénégal pour l'exportation et la consommation domestique. Elle va accélérer la transformation de l'économie du Sénégal, dont la croissance en 2024 est anticipée à 8,8%. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre M. Ousmane Sonko ont réaffirmé leur volonté d'honorer leur contrat. Le Sénégal partage avec la Mauritanie le projet gazier Grand Tortue Améin GTA, un autre projet énergétique majeur développé par British Petroleum et Cosmos Energy. Il est prévu de produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an et devrait commencer avant la fin de 2024. Le Tchad, où le président de transition, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, est en campagne présidentielle à sa propre succession. Il est candidat. Un candidat qui va faire face au très populaire Masra Success, qui lui aussi est en campagne. Tous. Une campagne présidentielle qui connaît quelques heures. On espère que tout cela se passe dans l'ordre des choses. Reportage Marcel Bassolé, Constant Ricard. À sa première prise de parole, le candidat Mahamat Idriss Déby Itno a déclaré lors d'un meeting qu'il n'était pas venu les mains vides, mais avec un projet de société pour les 5 ans à venir. Il faut noter que le niveau de sécurité élevé qui entourait le stade dans lequel le meeting se tenait traduisait une ambiance de méfiance au regard des pick-up et des hommes en tenue armés de lance-roquettes. Le candidat a affirmé sa détermination. Oui, je suis un candidat. Pas un simple candidat, mais un candidat solide. Est-ce que je ne suis pas un candidat solide? Est-ce que je ne suis pas un candidat populaire? 22 partis politiques de l'Ouest occidental me soutiennent. Rien à dire, je n'ai pas peur. Il n'y a pas match. Notons que le candidat Mahamat Idriss Déby Itno est le candidat de la coalition Tchad Unie qui regroupe en son sein quelques 200 partis politiques. Le candidat poursuit sa tournée électorale dans les régions du sud de son pays, le Tchad, où il a promis le renforcement de la paix et la réforme de l'État, la réconciliation nationale déjà amorcée avec le retour des opposants, eux aussi en campagne. Le candidat a aussi promis la reconstruction d'infrastructures de base. Quant au Premier ministre de transition Succès Masra, lui aussi en campagne, il est l'un des principaux candidats au fauteuil présidentiel tchadien. Il faut noter qu'il a réuni une foule immense dimanche dernier, comme d'ailleurs vous le constatez. Nous avons déjà pour votre courage. Alors, Assar, nous avons ensemble constaté que c'était un coup forfait. Il n'en doute que Succès Masra, qui fut de tout temps un ex-opposant tchadien farouche, de 40 ans d'âge, a été nommé Premier ministre dans un esprit de décrispation de l'univers politique tchadien. Succès Masra est à la tête du parti Les Transformateurs et candidat sérieux à cette présidentielle 2024 face à Mahamat Idriss Déby Itno, même si une opposition l'accuse de l'avoir trahi et que sa candidature est une manière de ravir des voix pour assurer une majorité au général Mahamat Idriss Déby Itno et ainsi conserver son actuel poste de Premier ministre, chef du gouvernement, alors que le peuple a son idée. Nous voulons d'abord une gouvernance transparente. Nous voulons que les choses soient claires au vu de tout le monde. Le bien du peuple doit rester pour le peuple. Ce n'est plus d'abord un bien individuel ni privé. Le candidat de transition tchadien depuis le 20 avril 2021, le général Mahamat Idriss Déby Itno, depuis le décès de son géniteur, sait qu'il joue gros, mais reste imperturbable et assuré de son élection comme président de la République du Tchad, démocratiquement élu.
Je disais tantôt qu'on parlera énormément du Gabon dans ce programme. Vous savez que ce programme qui ne dure qu'une heure, on parle de toute l'Afrique, on essaye un peu de trier au volet, morceaux choisis bien sûr. Nous allons parler de cette visite de travail et d'amitié de 72 heures. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le président de la transition gabonaise, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et une forte délégation gabonaise en Côte d'Ivoire pour cette visite de travail et d'amitié qui a duré 3 jours. Vous verrez une ambiance fraternelle, cordiale, qui montre aux yeux de l'Europe comment l'Afrique sait gérer ses affaires, comment l'Afrique se comporte et comment les rapports Sud-Sud sont des rapports excellents. Et ensemble, les deux personnalités politiques ont évoqué un panorama de grands sujets. Reportage depuis le palais présidentiel à Abidjan, l'équipe de reportage spécial de CNN dirigée par Ousmana Coulibaly, assisté de Lévite Vonan, et à la post-production Marcel Bassolé. La relation fraternelle entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, vieille de 54 ans, se matérialise encore par cette visite de 3 jours d'amitié de travail en Côte d'Ivoire du président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Arrivé sous cette température douce de la mi-journée du jeudi 11 avril, en cette période ensoleillée en Côte d'Ivoire, le cortège du vice-président M. Tchémoko Mélène sera suivi de l'hôte de la Côte d'Ivoire du jour, en visite de travail et d'amitié. Le président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, dans un costume bleu nuit et une cravate bleu pétrole, accueilli sur le perron du palais présidentiel par le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, vêtu d'un costume gris foncé. Un accueil des plus chaleureux qui témoigne l'excellent rapport entretenu entre Abidjan et Libreville. L'entretien, qui aura duré plus d'1 heure de loge entre les deux chefs d'État, en présence de leur délégation, à savoir le président de la République gabonaise et sa forte délégation constituée de politiques gabonais, des membres de son cabinet présidentiel, tous face aux personnalités ivoiriennes, parmi lesquelles le vice-président de la République, M. Tchémoko Mélène, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Kobena Djoumani Kwasi, le ministre directeur du cabinet présidentiel, M. Fidel Sarasoro, le ministre de l'économie, du plan et du développement, Madame Niale Kaba, le ministre Diarasouba Souleymane, ministre du commerce et de l'industrie, aux côtés du secrétaire général de la présidence de la République, Madame Massiri Touré Koné. Échange convivial et compte rendu du président de la République gabonaise à son aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, de la situation qui prévaut au Gabon. Point du dialogue national, situation des pays de l'AES et plaidoirie au profit de ses frères d'armes et toute forme de proposition allant dans le sens de la paix et la cohésion sociale entre les peuples d'Afrique, teintée de cette marque de respect fraternel qui caractérise ce dont le peuple gabonais apprécie à la juste valeur chez leur président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Au point de presse, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est exprimé. Monsieur le Président et chers frères, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette visite d'amitié et de travail que vous effectuez en Côte d'Ivoire. Akouaba à vous-même, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation qui vous accompagne. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Gabon entretiennent une excellente et fraternelle coopération depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1966. Cette visite est l'occasion pour nous d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Monsieur le Président, au cours de notre entretien, nous avons échangé sur la situation politique dans nos deux pays, ainsi que sur l'état de notre coopération bilatérale. Depuis 8 mois, le Gabon traverse une étape importante de sa jeune histoire, marquée par la transition politique en cours. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt
cette évolution et se félicite des efforts que vous déployez pour retourner à la normalité constitutionnelle depuis août. Et je dois dire que nous apprécions le climat apaisé qui est donc la situation actuelle du Gabon. À cet égard, je voudrais vous réitérer mes félicitations pour la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, auquel nous souhaitons un plein succès dans l'intérêt du peuple frère gabonais. La Côte d'Ivoire sera bien évidemment à vos côtés pour vous offrir nos conseils et partager avec vous notre expérience et les valeurs de paix, de concorde et de cohésion qui nous animent tous les deux. S'agissant de la coopération bilatérale, nous nous sommes engagés à intensifier davantage nos échanges économico-commerciaux, notamment dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques, parce que nous le savons tous, il y a une affinité spéciale entre les Gabonais et les Ivoiriens, et comme vous l'avez dit, le premier Gabonais à fouler le sol ivoirien date de 1906. Et nous avons de nombreux Ivoiriens qui résident et qui sont heureux de travailler au Gabon. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes remerciements pour votre visite en Côte d'Ivoire, ainsi que les échanges fructueux que nous venons d'avoir. Je forme des vœux pour le bon déroulement du dialogue national engagé et vous réaffirme la disponibilité de mon pays à œuvrer de concert avec le Gabon au renforcement des relations historiques, d'amitié, de fraternité et de coopération entre nos deux pays pour le bénéfice mutuel des peuples gabonais et ivoiriens. Et bon séjour en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, heureux de votre séjour. Ensuite, le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, utilisant plus le terme « aîné » pour parler du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, comme pour marquer dans ses propos tout le respect des valeurs africaines qui témoignent de la respectabilité et de l'estime du peuple gabonais à son égard. Pour ma part, je tiens avant tout à remercier mon aîné ici présent, le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour cette visite d'amitié et de travail qui aujourd'hui unit également nos peuples. Mes remerciements vont également à l'endroit du peuple ivoirien tout entier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité accordée à ma personne et à la délégation qui m'accompagne. J'en profite pour lui adresser mes sincères félicitations pour le succès de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que nous avons tous vécu et dont les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les grands vainqueurs de ce tournoi. Et félicitations. Merci beaucoup. Et à l'équipe ivoirienne. Comme je le disais lors de notre entretien, le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des nations sœurs qui entretiennent des relations d'amitié, de partage, de coopération, une excellente coopération aujourd'hui, depuis 1966. Et je me réjouis de l'excellente qualité de ces relations. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner avec satisfaction l'implication de son Excellence Alassane Ouattara, autant que sa volonté constante de soutenir et d'accompagner le processus de transition intergabonaise. J'en ai surtout profité pour lui faire le point, le compte rendu des avancées du dialogue actuel à Libreville, dont il est très favorable du travail accompli, et merci. Eu égard à ce qui précède, je sollicite également l'appui, je dirais pas homologue, de mon aîné, ici présent, afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon.
et je sais compter sur vous. Nos échanges ont également porté sur le renforcement d'une coopération Sud-Sud, qui passe par l'ouverture du marché gabonais aux entreprises ivoiriennes, dont l'expertise dans divers domaines est avérée. Ces échanges ont également permis de raffermir et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. En outre, je salue le leadership du président Ouattara dans le domaine infrastructurel au regard des efforts consentis pour changer le visage de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être des Ivoiriens. Enfin, cette tribune est également l'occasion de remercier le président Alassane Ouattara, doyen de la sous-région de la CEDEAO, pour le retour de mes frères d'armes et de leurs États au sein de la CEDEAO. Et comme je dis, il faut maintenant peut-être mettre en avant des bons offices pour qu'on puisse échanger et que ce soit pour le bien-être de nos économies et privilégier également l'intérêt commun de ces populations. Et enfin, je termine pour vous dire merci et merci à tous. Nous sommes heureux de cette visite aujourd'hui qui est porteur d'espoir et de changement pour notre pays depuis le 30 août 2023. Sur ce, je vous remercie et merci pour l'hospitalité accordée. Merci. Cet entretien qui a vu la présence de la presse nationale et internationale, parmi lesquelles CNN Télévision, s'est achevé dans la cordialité fraternelle entre les délégations ivoiriennes et gabonaises. Le Mali, précisément Bamako, ce pays qui a décidé un tant soit peu de rejoindre une confrérie appelée AES, mais on espère qu'avec les différentes rencontres des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, tout cela rentrera dans l'ordre et que la CEDEAO redeviendra cette grande famille politique pour le bonheur et surtout le calme des populations ouest-africaines. Au Mali, se sont déroulés les travaux des ateliers de validation, des termes de validation du dialogue intermalien le 26 février dernier. Nous allons tout de suite à Bamako. Reportage. L'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien a été lancé ce 26 février au Centre international de conférence de Bamako. Les délégués venus des 19 régions du district de Bamako et de la diaspora analyseront le document proposé par le comité de pilotage afin de valider un document unanime qui permettra aux Maliens de se parler en toute franchise. Pour ce fait, 5 commissions ont été mises en place avec pour mission de valider ces termes de référence. La première commission travaille sur la thématique paix et réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous devons préparer les meilleures conditions de réussite du dialogue. Nous ne faisons pas le dialogue actuellement et c'est un contenant que nous préparons. Le contenu, c'est le dialogue et ce dialogue sera fait à l'intérieur du pays. Une fois que nous avons fini cette préparation des conditions d'organisation et de réussite du dialogue, tous les documents, les notes techniques, les notes introductives, le plan de communication, tous ces documents devront être traduits en langue nationale, langue officielle pour être précis. La deuxième commission est d'une importance capitale. Elle travaille sur les questions politiques et institutionnelles. C'est une commission d'importance capitale et dans laquelle commission nous sommes en train donc de susciter le dysfonctionnement et de soulever les questionnements liés à l'état actuel de notre pays. La troisième commission travaille autour de la thématique économie et développement durable. Nous pensons que les questions économiques sont au cœur alors de la situation que traverse actuellement notre pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler dans le cadre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour permettre à ce que, à travers les questions que nous serons amenés à poser, les populations puissent appréhender
ces questions-là, n'est-ce pas, dans leur terroir, à travers les activités économiques qu'ils mènent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En ce qui concerne les aspects sécuritaires et de défense du territoire, la 4e commission a la lourde charge de traiter cette thématique. Ils nous ont demandé de préparer le dialogue à l'intérieur et à l'extérieur du pays, préparer le dialogue, donc déterminer des éléments qu'on va soumettre pour le dialogue. Et donc à ce niveau, nous avons préparé beaucoup de thématiques qui sont très importantes à notre avis et qu'il faille soumettre immédiatement et rapidement les gens qui doivent pouvoir mener le dialogue à l'intérieur des communes, à l'intérieur des régions, à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Quant à la 5e commission, elle planche sur la thématique géopolitique et environnement international. Concernant la géopolitique internationale et l'environnement international est un sujet extrêmement dense et pratiquement un sujet inédit dans nos débats. Donc cela constitue une espèce de plat de résistance de nos travaux et nous avons été obligés de faire un grand tour d'horizon, de revisiter l'économie du Mali, les ressources maliennes, toutes les données de la géographie du Mali et en rapport avec la politique de l'État. Les travaux des 5 commissions se déroulent dans la sérénité et assiduité. Au terme des travaux, les résultats seront soumis au comité de pilotage du dialogue intermalien. C'est des sujets qu'on n'aime pas beaucoup traiter sur notre chaîne de télévision. Vous savez qu'une chaîne a une ligne éditoriale. La nôtre est positive et veut donner du rêve aux jeunes Africains, aux tout-petits qui veulent croire en à leur continent, à leur pays. Il est pour nous souvent impossible de faire part de certaines informations macabres sur notre chaîne. Nous allons parler de cet événement, puisqu'il a mal tourné, du côté de la République démocratique du Congo, le pays du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En RDC, en République démocratique du Congo, s'est tenu le 19 mai 2024 un coup d'État heureusement déjoué en République démocratique du Congo. Plus de peur que de mal pour le charismatique président de la République du Congo démocratique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua, Marcel Bassolé, Gérard Richard Gozo. Ce dimanche 19 mai 2024 à Kinshasa, les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à contrecarrer un coup d'État. Un coup d'État orchestré par un ancien capitaine de forces armées de la République démocratique du Congo qui vit aux États-Unis. Le commando, constitué d'une 50aine de personnes, a attaqué tour à tour les domiciles de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, puis celui du vice-premier ministre, Jean-Pierre Bemba, et de Vital Kamerhe, avant de s'attaquer au palais de la Nation. Le premier ministre, Judith Suminwa Tuluka, et le vice-président, Jean-Pierre Bemba, étaient absents de leur résidence. Le bilan fait état de 4 assaillants tués lors de cette attaque et une quarantaine aux arrêts. Le chef du commando, Christian Malanga, a été tué lors de l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo au palais de la Nation et la garde de Vital Kamerhe a neutralisé l'un de ses lieutenants répondant au nom de Aboubakar. Parmi les capturés, on trouve 3 de nationalité américaine, dont le fils du chef du commando, Christian Malanga, lui aussi de nationalité américaine. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré plusieurs armes, des drones, des brouilleurs de signaux et des drapeaux du Zaïre. Nous savons qu'ils sont venus nous attaquer. Et dans leur fuite, on apprend qu'ils sont arrivés au Palais des Nations. Nous n'avons pas d'explication pour ça. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment ces gens ont pu s'organiser, atteindre ces quartiers hautement sécurisés, et partir jusqu'au Palais des Nations, s'amuser. Et bon, heureusement, à la fin, ils ont été neutralisés. Et donc, nous déplorons et nous condamnons avec grande énergie cette attaque ignoble qui a mis en danger la vie et des policiers et surtout qui visait à assassiner l'honorable Vital Kamerhe et sa famille. L'Afrique du Sud, ce pays qui a désormais pris la tradition de respecter les engagements étatiques.
En Afrique du Sud, parlons de la cérémonie d'investiture. Son Excellence Cyril Ramaphosa a été investi président de la République sud-africaine pour un nouveau mandat de 5 ans. Étaient présents à cette cérémonie d'investiture une vingtaine de chefs d'État et la Côte d'Ivoire était dignement représentée au haut sommet de l'État par son Excellence M. Tiemoko Meret Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye, Richard Gozo, Marcel Bassolé. La cérémonie d'investiture du président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat, mais ne disposant plus de majorité absolue au Parlement, a eu lieu le mercredi 19 juin 2024 à Union Buildings, le siège du gouvernement sud-africain situé au centre-ville de Pretoria. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement sur Pretoria. Le roi des Zoulous, plus grande ethnie nationale, était présent, ainsi que l'ex-président sud-africain Thabo Mbeki. La veuve du premier président noir du pays, Nelson Mandela, Graça Machel, et celle du dernier président blanc, Frédéric de Klerk, Elita Jordia. À 71 ans, le chef de l'État sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a été reconduit par le Parlement, mais lors des législatives du 29 mai 2024, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, a perdu pour la première fois sa majorité absolue au Parlement en obtenant que 40% des voix. Le début de la cérémonie est marqué par l'arrivée solennelle de son Excellence Cyril Ramaphosa, vêtu d'un costume sombre, gravit les marches de l'Union Building, recouverte d'un tapis rouge, donnant la main de la première dame sous les ovations de l'assistance. Le chef de l'État sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute juridiction en Afrique du Sud, les membres du Parlement, ainsi que les rois des différentes ethnies d'Afrique du Sud. La prestation de serment a été conclue par 21 coups de canon et l'hymne national a retenti pendant qu'une patrouille de l'armée de l'air sud-africaine se déployait dans le ciel de Pretoria. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Le président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, a appelé à l'unité, à la cohésion nationale du peuple sud-africain lors de son discours d'investiture. En mai 2024, lors des élections législatives, le Congrès national africain a obtenu la majorité des suffrages avec 40% des voix, mais il n'a pas la majorité absolue au Parlement. Son Excellence Cyril Ramaphosa a donc convié les autres partis à participer aux négociations pour former une majorité à l'Assemblée des Nations. La main tendue du chef de l'État sud-africain a été fructueuse. Elle a conduit à la conclusion d'un accord avec l'Alliance démocratique, la deuxième force politique en Afrique du Sud, qui a remporté 21,8% des voix aux législatives du 29 mai 2024. La formation d'un gouvernement d'union nationale est un moment d'une grande portée. C'est le début d'une nouvelle ère, a déclaré Cyril Ramaphosa après avoir prêté serment. Au terme de la cérémonie, le président sud-africain, son Excellence Cyril Ramaphosa, est allé exprimer sa profonde gratitude envers les homologues et hautes marques de la cérémonie d'investiture. Nous allons boucler ce programme avec une note qui a attristé toute la Côte d'Ivoire. Pour un dernier au revoir à la nation ivoirienne, cérémonie qui a eu lieu à la primature Abidjan, comme pour dire un au revoir à ce grand serviteur de l'État, un homme patient, de grande qualité humanitaire et qui a tiré sa révérence. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé cette cérémonie le jeudi 18 avril 2024. Comme vous regardez sur ces images, des personnalités politiques, des présidents de grandes institutions en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la grande famille du défunt, présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui, de cette façon étreignante, comme pour marquer la douleur, reconforte la veuve du défunt. Reportage depuis la primature de la République de Côte d'Ivoire, Ousmana Koulibaly, Lévite Vonan, avec la post-production de Marcel Bassolé. Nous sommes jeudi 18 avril 2024 et le cadre qui abrite la cérémonie d'hommage de la nation à Mamadou Koné, président du Conseil supérieur de la magistrature, décédé, est celui de la primature. C'est un ballet de personnalités avec des membres du gouvernement, des hommes politiques, amis et proches de la famille éplorée. Tour à tour, à 10h50, arrivée du général des forces armées de la République de Côte d'Ivoire. À 11h,
le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara, représentant intérimaire du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. 11h14. Arrive le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Timo Komelet Kone. 11h16. Madame le secrétaire général et Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. La présence des amis et de la famille du défunt, sous le regard du chef de l'état-major des armées de la République de Côte d'Ivoire, le général Lansina Doumbia. Il est 11h20 lorsque le cortège présidentiel fait son entrée dans l'enceinte de la primature de la République de Côte d'Ivoire, avec à son bord le président Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Moment de tristesse, lisible sur tous les regards. Un grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire s'en est allé. Le chef de l'État marque un temps face au drapeau de la République de Côte d'Ivoire pour l'exécution de l'hymne national. Après les salutations du chef de l'État selon le protocole, ce fut au tour de la famille du défunt avant de prendre place pour le déroulé de la cérémonie. Dans une ambiance de tristesse, d'émoi marque ainsi l'entrée dans l'esplanade de la primature, la dépouille du président du Conseil de la magistrature de Côte d'Ivoire pour un hommage mérité de la nation. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est le premier invité à s'incliner face à la dépouille de M. Mamadou Koné. Suivront alors tour à tour le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Timo Komelet Kone, le ministre d'État, ministre de la Défense et représentant intérimaire du Premier ministre, M. Téné Birahima Ouattara, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bictogo, la présidente du Conseil constitutionnel, le magistrat hors hiérarchie, Mme Chantal Nanaba Camara, et le président de la Cour de cassation, M. Joachim Youa Kofi, le président de la Cour des comptes et le président du Conseil économique, social et environnemental, le président du Conseil d'État et le médiateur de la République, Monsieur le grand chancelier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et Madame la grande chancelière honoraire, le président de la commission électorale indépendante et Monsieur l'inspecteur général d'État, Monsieur le président de la haute autorité de la bonne gouvernance et Madame la représentante de la présidente du Sénat, Messieurs les anciens premiers ministres, Monsieur l'ancien président d'institution. Deux discours ont marqué la cérémonie. Le premier par Monsieur Ngoran Tchekli, magistrat hors hiérarchie, conseiller du président du Conseil d'État, pour préciser que l'autorité judiciaire de haut rang, grand serviteur de l'État, mais également grand-père, père et époux aimant, M. Mamadou Koné. Le second discours par le président de la Cour de cassation, M. Joachim Youa Kofi. Lorsqu'on a vécu d'excellents moments pendant de si longues années avec un homme d'exception comme Monsieur le Président Koné Mamadou, on finit par s'imaginer que ces relations particulières dureront une éternité. Mais on revient aussitôt à la triste réalité lorsque, comme recevant un coup de massue sur la tête, on apprend que cette personne aussi talentueuse que compétente vient de tirer sa révérence. On aurait voulu qu'elle vive aussi longtemps pour continuer à irriguer ses relations avec sa source de connaissances, d'humanisme
inépuisable. Malheureusement, il faut revenir à l'évidence. Après avoir lutté pendant plusieurs mois et discrètement contre la maladie, l'éminent juriste et homme d'État Koundé Mamadou nous a tout aussi discrètement quittés pour rejoindre le royaume des esprits. Merci pour tout ce que vous avez fait pour mon grand frère, pour mon parrain, pour mon mentor. Je vous remercie. Partez, Koundé, le cœur léger. Vous avez fait votre part et votre souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Bon voyage, Monsieur le Président. Bon voyage, chers frères. C'est alors qu'un défilé de troupes à pied a précédé le retrait du drapeau. Moment solennel de reconnaissance de la nation entière. La remise du drapeau, symbole de l'État de Côte d'Ivoire, porté par le général des forces armées, M. Mamadou Doumbia, au chef de l'État. Un moment de remise du drapeau, symbole à remettre à la famille du défunt par le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour service rendu pendant de longues années. Symbole remis à la veuve de feu Mamadou Koné dans une posture marquée de beaucoup d'entrain. Ensuite s'en est suivi la remise de la dépouille à la famille, comme pour dire adieu à M. Mamadou Koné. Vous aurez servi la Côte d'Ivoire. Toute la nation ivoirienne et son chef d'État Alassane Ouattara au premier plan vous disent adieu. Repos éternel. Nous sommes venus aujourd'hui suite à l'invitation de la République à l'occasion du décès malheureux du président Koné Mamadou, qui a été un des acteurs clés de la vie, je dirais, administrative et juridique de notre pays. Il était important que le Front populaire ivoirien, dans l'approche républicaine, vienne et réponde à cet hommage-là. Très humaniste, mais en permanence faire valoir la justice. C'était un homme droit, rigoureux, et qui a été, je dirais, le mentor de beaucoup. Et aujourd'hui, mon secrétaire général à l'Assemblée nationale était son chef de cabinet. Il était mon juriste. À chaque fois, devant chaque situation, à chaque fois que de besoin, où l'état de droit, où le droit devait s'exprimer, je l'appelais. Tout en remerciant toute ma jeune équipe qui travaille d'arrache-pied pour vous offrir ce programme d'information politique, économique et touristique. Ils sont très jeunes, moins de 30 ans, ils sont originaires de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, de France. Je tiens tout simplement à vous remercier et à vous donner rendez-vous au prochain numéro, tout en vous disant de rester focalisé, branché sur les www.cnntv.ci pour regarder ce programme et qui est aussi en simultané, je vous le dis, sur la radio mondiale Voltage 2, dont l'application est téléchargeable sur Google Play puis Apple Store. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce programme en direct, vous l'avez en replay, comme toutes les informations, sur le www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. Au revoir.